le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Et bienvenue dans ce 41e épisode de Fragments d'essence. Un épisode que j'ai enregistré avec beaucoup de plaisir sur le retour de notre trajet à Bordeaux avec Alex. Je suis rentré en Isère en train et c'était l'occasion de découvrir Nîmes. Dès la gare, l'architecture m'a tout de suite mis dans le bain. Nîmes, c'est la préfecture du Gard, en Occitanie, une ville qui compte aux alentours de 150 000 habitants dans sa seule municipalité, 185 000 dans son agglomération, une ville à peine quelques kilomètres des Cévennes et de la mer Méditerranée, une ville chargée d'histoire. En sortant avec mon gros sac à dos de la gare de Nîmes Centre, je me suis retrouvé face à une grande allée que j'ai suivie et qui débouche sur l'attraction qui a probablement rendu Nîmes célèbre, les arènes de Nîmes. Parce que la fondation de Nîmes remonte de la période romaine. Parfois surnommée la Rome française, elle peut difficilement renier son identité et son patrimoine, qui compte notamment la Maison Carrée, le sanctuaire de la Fontaine ou encore la Tour Magne. Des témoins d'une histoire passionnante que j'aurais aimé avoir un petit peu plus le temps d'explorer. Ce jour, il fait un soleil radieux et une chaleur assez inhabituelle pour un début de mois de mars. Dans les rues et sur la grande place des arènes se mêlent voyageurs sortant de la gare, touristes ou encore passants venus profiter du beau temps. Ça tombe bien parce que je n'ai que 3 heures sur place, repas compris, et je suis bien décidé à ne pas partir sans avoir réalisé ce fameux rituel de fragments d'essence. Tu l'auras peut-être déjà remarqué, cet épisode est peut-être un poil plus long que d'habitude, mais il faut pas m'en vouloir, on est dans le sud, les gens prennent le temps, et ils ont bien raison. Je te laisse donc pour ce 41e épisode à Nîmes, j'espère que tu l'apprécieras, et place au fragment d'essence. Alors, est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Je m'appelle Claire. Claire, moi c'est Florian, enchanté. Ok, enchantée. Alors, si vous deviez présenter Nîmes à un inconnu, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais la lumière, la clarté. Après, c'est un endroit où il fait bon vivre, avec la proximité de la nature. Petite ville à taille humaine, c'est ce qui revient souvent. Donc on a vite ses repères. On finit par croiser des gens qu'on connaît. Et puis le fait qu'il y ait le centre-ville sans voiture, ça donne une ambiance assez calme et assez détendue. Pouvoir vivre à son rythme. Qu'est-ce que vous recommanderiez de visiter ou de déguster peut-être ? De visiter, évidemment, il y a les arènes, ça c'est sûr. Après, oui, c'est plutôt déambuler dans ce qu'on appelle les cussons, ces petites ruelles comme ça qui sont, qui sont abritées du soleil quand il fait trop chaud, du vent quand il y a du vent, mais finalement il n'y en a pas tant que ça, du vent. Et
Et après, oui, il y a des restaurants, il y a surtout des temps forts de fête. Je pense que c'est une ville aussi qui appelle à la fête. Bon, après, c'est autour de la feria. Moi, c'est loin d'être ma tasse de thé, mais en tout cas, c'est un état d'esprit des gens qui ont envie de faire la fête. D'accord. Et en même temps, ça peut être assez paisible le reste du temps. Voilà. Alors pour en savoir un petit peu plus sur vous, Oui. si je vous emmenais là maintenant sur une île déserte, quels sont les 3 objets que vous prendriez avec vous? Ouh là là. Alors, je prendrais mon violoncelle parce que je suis violoncelliste. Donc la musique, bien sûr. Qu'est-ce que je prendrais en objet? Peut-être de la lecture, mais une lecture légère, voire même peut-être de la bande dessinée. Parce que sur une île déserte, peut-être ça peut être compliqué de se sentir un peu tout seul. Après, un autre objet, je ne saurais pas trop quoi dire là, comme ça, un troisième. Il y en a souvent 2 qui viennent assez facilement, Ouais, et le troisième troisième, peut-être un peu plus compliqué. Bah, peut-être, oui, quelque chose qui aurait à voir avec de la protection, pouvoir me protéger. Je sais pas, une grande couverture qui me rappellerait ma vie par ailleurs, quoi, quelque chose qui fait qu'on se sent Plus moins en perdu. sécurité. Ouais. Ça fait longtemps que vous pratiquez le violoncelle? Oui, depuis que j'ai 5 ans, avec des interruptions. Et puis je l'enseigne là. Donc, Super. du coup, je m'amuse pas mal avec mes élèves. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie, le violoncelle et la musique en général? Bah, déjà, alors, dans l'apprentissage qui est un peu rigoureux, si on fait celui du conservatoire, ce qui est mon cas, il y a une côté discipline un peu qui fait que dans la vie, je me suis rendu compte que dans les moments qui ont été un peu des moments de bascule ou compliqués, ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose, de me structurer. Voilà, ça apporte une structure. Après, ça m'a surtout permis de me découvrir moi, mes capacités insoupçonnées, et qu'on progresse à tout âge, et que j'ai une part musicienne que j'ignorais quand j'étais plus jeune. Et là, je l'assume beaucoup plus. Et du coup, j'ose beaucoup plus de choses. Et donc la musique me permet d'être en lien avec les autres, surtout ça, de partager dans un versant émotionnel. Donc partager, tout ce qui est un peu émotion et la joie de préférence. Mais violoncelle, pas que, hein. Ça peut être mélancolique. C'était pas si évident que ça pour vous, le violoncelle, quand vous étiez enfant? C'est pas vraiment moi qui ai choisi. Oui. C'est un peu choix par défaut. Mes frères et sœurs avaient choisi piano, violon. Enfin bon, il restait plus que le violoncelle. En tout cas, dans les instruments imposés par les parents. Et après, oui, ça allait avec le côté discipline du conservatoire et état d'esprit familial, très étriqué, un peu poussiéreux, on va dire, un peu. Et du coup, ça m'a obligée à faire tout ce parcours d'affranchissement, de s'affranchir de tout ça. Voilà, c'est pour ça que petite, c'était j'étais plutôt inhibée autour de la musique. Enfin, ça a renforcé malheureusement le côté il faut bien faire tout le temps. Enfin voilà. Donc je le vis mieux maintenant, pour répondre à votre question. Il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit « La beauté réside dans les yeux de celui qui regarde ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Effectivement, on a un rapport au monde qui est vraiment en fonction de notre état intérieur. Et du coup, on peut voir, on peut être disponible à avoir des choses assez belles si soi-même on est en paix, enfin si je résume un peu. Donc ça m'évoque ça que la façon dont on regarde, elle dépend vraiment de notre état intérieur. On aime bien demander aux inconnus qu'on rencontre de poser des questions pour les inconnus suivants. Du coup, j'ai 2 questions pour vous, de Clémence et Marion à Périgueux. Oui. Clémence plutôt on va commencer par Marion. Marion qui vous demande qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureuse?
Déjà, moi j'ai ce sentiment d'être heureuse à plusieurs. Alors on n'est pas tout le temps heureux, voilà, ça fluctue des fois dans le quotidien, mais profondément, ce qui rend heureux, c'est d'être en accord avec soi, c'est de trouver son équilibre personnel hein, dans ce qu'on a mis en place aussi pour soi, c'est-à-dire une espèce de... Enfin, déjà pouvoir se prendre en charge soi sur ces aspects-là. Et oser se construire une vie qui nous correspond. Moi, c'est ce que j'ai fait en venant à Nîmes, clairement. J'étais à Paris, c'était plus possible pour moi. Et donc, j'ai cherché en France un endroit où je sais que j'allais pouvoir être dans la congruence, quoi, en accord vraiment avec mes besoins d'équilibre, par ma sensibilité. Donc voilà, la nature, la lumière, la chaleur, pouvoir rencontrer les autres. Et Clémence, elle, vous demande, mais c'est peut-être déjà votre cas, qu'est-ce que vous attendez pour vraiment prendre soin de vous ? En fait, j'attends plus. J'attends plus, mais c'est une vigilance de tous les instants. C'est-à-dire que moi, j'exerce 2 métiers, en fait, qui sont des métiers en lien avec les autres, puisque je suis psychothérapeute aussi, et du coup, je peux être des fois trop chez l'autre. Et donc, la vigilance, c'est de pas s'oublier soi et de revoir un petit peu à chaque fois, tiens, est-ce que j'ai pris soin de une humeur, par exemple, passagère qui en fait vaut le coup qu'on s'attarde à ça pour s'apaiser, par exemple. Mais voilà, moi j'ai l'impression que je prends soin de moi. Et plus je vieillis, plus c'est le cas, parce que j'ai 62 ans bientôt, mais je pense qu'on est plus en contact avec sa vulnérabilité. Donc on est un peu obligé aussi d'accueillir ça. Alors que dans la vie, on est précédemment un peu plus en mode combattant. Donc on trouve des ressources, on a des capacités, on y va, on fonce. Et on ne prend pas toujours soin, du coup, je pense, de quand il y a du trop, quand il faudrait un peu s'arrêter. C'est quoi votre rapport justement à cette vulnérabilité ? Eh bien, c'est d'être évidemment plus bienveillante envers moi-même, c'est-à-dire me tenir un discours, de soutien. Pouvoir me dire, là j'y arrive pas, c'est pas grave, là j'ai besoin d'aide, donc ça va passer peut-être par ça, ce qui n'est pas le plus évident, d'aller demander de l'aide quand on a été un peu en mode guerrière. Et donc la vulnérabilité, moi je la perçois comme une chance aussi de sentir encore plus, de sentir encore mieux, d'avoir cette sensibilité au monde qui est un peu plus développée et du coup d'avoir le temps de s'arrêter sur les choses. Je pense que c'est un peu ce qui oblige aussi la vieillesse, parce qu'on est moins mobile, plus lent dans ce qu'il y a à faire et que c'est pas forcément à vivre comme quelque chose de triste. On peut se nourrir beaucoup. Ouais, la vulnérabilité. Et puis je pense qu'elle permet aussi d'être plus attentif à la vulnérabilité de l'autre, bien sûr. Ouais. Et d'être plus en vérité. Si vous pouviez avoir une discussion avec n'importe quelle personne maintenant, tout de suite, quelle personne ce serait ? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? N'importe quelle personne ? Ouais. Waouh, alors ça c'est plutôt des personnes de ma famille. Oui. Forcément, là ça vient toucher à... J'y pensais d'ailleurs juste avant de vous rencontrer, là, parce que j'ai une de mes filles qui accouche dans 3 semaines, et donc d'un premier petit enfant pour moi. Ça me fait devenir grand-mère, voilà, elle est sur Paris, on est un peu éloignés. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Que j'aimerais être là auprès d'elle, qu'elle peut compter sur moi, que je respecte aussi ses besoins. Si elle a besoin de vivre ça tranquille de son côté, qu'elle peut compter sur mon amour.
voilà, que je me réjouis de la venue évidemment de ce petit-fils, mais je pense surtout à elle. Ouais. Et j'aimerais être plus là près d'elle. Eh ben, félicitations d'avance en tout cas. Oui, merci. On arrive sur la fin. Quelles questions vous aimeriez poser à l'inconnu ou aux inconnus suivants? Alors là, ce qui me vient comme ça, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'oser, d'arriver à identifier quelles sont les peurs. Évidemment, on est tous faits de plein de peurs. Et est-ce qu'elles sont vraiment... Est-ce qu'elles sont... Insurmontable? Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'elles valent le coup de prendre autant de place? Est-ce qu'elles sont réelles aussi? Bien sûr, il y a la peur de l'insécurité, donc par exemple pas quitter son travail parce qu'on a peur que, alors qu'on se fait harceler tous les jours, bah oui mais non en fait. Et pouvoir s'affranchir de ça, bah oui, bon, ça peut être compliqué, mais c'est ça, se poser cette question-là. Qu'est-ce qui empêche d'oser et de s'affranchir? Ce sera transmis. Merci beaucoup. Peut-être Ça circule, un dernier alors. mot. Qu'est-ce Oui. qu'on vous souhaite pour la suite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Peut-être de rencontrer quelqu'un, parce que je vis seule depuis 15 ans. Et voilà, ouais, j'ai envie de partager maintenant. Ça pourrait être sympa. C'est ça, de ne plus être tout le temps toute seule. Super. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Bon, alors Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous laisse plaisir. Rentrer tranquillement. Voilà. Et puis bonne continuation. Merci. Merci, au revoir. Bonjour messieurs, dames. Si vous voulez, si on s'assoit. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Thierry, Martine. Thierry et Martine. Voilà. Alors si je vous demandais de vous décrire l'un l'autre en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, nous sommes retraités. Retraités. Moi, je suis un ancien cadre de l'armée. Oui. Et ma femme est une assistante juridique. Mhm. En 3 mots. En 3 mots, je suis quelqu'un de réfléchi, de patient et de gentil, on va dire. Moi, je suis très très patiente. Très très patiente. Encore Oui. plus patiente que Encore plus monsieur. patiente que Ouais. lui. J'aime ce qui est beau. Ouais. Et puis, en 3 mots, je suis très très gentille Très gentil Oui, aussi. oui, aussi. Alors vous avez parlé de beauté, c'est très bien parce qu'on a des citations qu'on change à chaque épisode. Et la citation d'aujourd'hui, c'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Et effectivement. Et quand on regarde quelque chose, on le voit avec ses yeux. Et ses yeux voient la beauté qu'il veut bien voir. C'est-à-dire qu'il voit une certaine forme de beauté en fonction de sa pensée, je pense. On pense que c'est beau et un autre ne pensera pas que ça soit beau. Donc c'est uniquement une personne voit les choses comme peut-être pas l'autre la verrait. Voilà. La notion de beauté est propre à chacun, vous diriez. Oui, c'est complètement quelque chose de personnel. Que ce soit une statue, un tableau, la définition, c'est très difficile d'avoir un quorum sur ce qu'est la beauté, puisque chacun a sa perception de la beauté. Elle est différente les uns des autres. Voilà. C'est ce que je pense. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, rien à ajouter. Alors, on demande à chaque inconnu aussi de nous transmettre des questions pour les inconnus suivants. Donc là, j'ai une question pour vous de Claire, une question en 2 parties, qui demande qu'est-ce qui vous empêche d'oser?
L'éducation. L'éducation. L'éducation que l'on a reçue. L'éducation qu'on a reçue, elle est très importante. Oui. Elle nous bloque, Elle certaines fois, oui. elle nous bloque. Elle nous Peut-être bloque. à nos âges encore plus, non? Oui, pour une bonne raison, c'est que plus on est âgé, plus on devient sage. Peut-être avec un certain niveau de culture, parce qu'autrement, ça peut être quelque chose de faux, d'emprunté, de faux. Mais j'ai pas de blocage, mis à part ce qui me bloquerait, ou ce qui bloque souvent les personnes, c'est souvent leurs conditions sociales aussi qui les bloquent. En général. Voilà. Et pour l'exemple de l'éducation, est-ce que vraiment ça vaut le coup que ça nous bloque, que ça nous empêche d'oser? Ça ne devrait pas, non, mais bon. Bon, notre éducation nous oblige très stricte, parce qu'on a eu une éducation très stricte qui est arrivée à plus de 70 ans. Si vous voulez, l'éducation, c'était un tout. C'est-à-dire, on apprenait où était le mal, où était le bien. Et de là, on en tire des conclusions, c'est qu'il faut être assez civil avec les gens que l'on rencontre. Et l'éducation, c'est quelque chose de très fort pour des gens de plus de 70 ans, parce que c'est ce qu'on a appris, c'est ce que devraient apprendre tous les jeunes. Voilà, c'est l'éducation en général. Une Voilà. question de timidité aussi, peut-être. Question de timidité. Le fait de ne pas oser, oui. Moi, je ne suis pas timide du tout pour une bonne raison. C'est que j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESP Paris, et qui est une école de communication. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une formation journalistique. En plus d'être ingénieur, j'ai fait une formation ESP. ESP, c'est pour devenir journaliste. Donc, j'ai jamais pratiqué. Voilà. Mais la timidité, ça ne faisait pas partie des choses qu'on vous apprenait. Ah, mais moi, j'ai jamais été timide, parce que, ayant été dans l'armée commandant 250 personnes, non, j'étais pas timide. J'étais obligé de ne pas être timide. Et j'étais timide jusqu'à l'âge de 4-5 ans, peut-être, oui, mais après, avec la vie, on apprend à ne plus être timide. Si vous êtes timide, vous avez des chances qu'on vous respecte moins. Et la timidité n'est pas une bonne chose, ça devrait être proscrit. Les gens devraient soit faire du théâtre, soit se trouver des moyens de se détendre pour justement ne plus être timide. La timidité, c'est une maladie pour moi. C'est une maladie. Une maladie bête, mais c'est une maladie. Et madame, est-ce que vous avez eu la possibilité de faire du théâtre typiquement? Non, pas du tout. Pas à mon époque. Non, ça se faisait pas. Non, ça ne se faisait pas. Eh ben moi aussi. Moi aussi. Parce que j'avais un professeur qui nous faisait des sketchs sur des pièces de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, et on était sans arrêt en train de répéter des pièces de théâtre pour justement aiguiser notre érudition. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est quelque chose de primordial pour nous. Justement, la timidité, si vous commencez par du théâtre à l'école, que vous avez une éducation qui vous rend ce que vous devez être, c'est-à-dire humain, ça commence par l'expression. Par l'expression, par le théâtre. Oui, j'y crois beaucoup à ça. J'y crois beaucoup. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez changé d'avis? C'est tous les jours, donc... Tous les jours? On peut dire on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec la déstabilisation des médias et la grande hypocrisie des dirigeants du monde en général, on arrive à être comme eux à géométrie variable. Si on prend notre président de la République, c'est un garçon à géométrie variable qui a dû faire du théâtre d'ailleurs et de l'expression, puisque il a une très bonne érudition. Et par contre, la politesse, chez lui, elle est absente pour une bonne raison, c'est qu'il ne laisse jamais les gens s'exprimer. Voilà. Ça, c'est un gros défaut. Et le contraire de la timidité, c'est d'être trop volubile. Trop volubile. Voilà. Madame, quel est votre rapport au déni peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend à outrepasser?
Oh oui, oui, avec l'âge. Oui. avec l'âge, Oui. avec les expériences? Expérience aussi, oui, bien sûr. Il faut être peut-être mis face à ces contradictions ou ces erreurs, peut-être Voilà, pour, également. ouais. Oui. Et On tire des leçons, oui. le déni, quand vous êtes à l'aube de votre propre mort, vous ne pouvez pas l'oublier, vous pouvez pas faire œuvre de déni, c'est impossible. Pour des petites choses, oui, vous pouvez oublier d'oublier, mais le déni, c'est quelque chose de pas sain. Et ça vous rend aveugle d'être dans le déni. Comment on en sort? Ben, quand on sort, c'est qu'on accepte la vérité des autres et pas seulement la sienne. Voilà. Et là, vous avez tout compris sur le déni. C'est d'écouter. Malheureusement, les gens ne s'écoutent plus et n'écoutent plus les autres. C'est-à-dire ne s'écoutent pas soi-même, parce que si on s'écoute un petit peu, on a tendance à pouvoir guérir de ce déni. Et puis le déni, on l'aperçoit souvent chez les autres et moins chez soi. On l'aperçoit mieux chez les autres que chez soi? C'est ça, voilà. Hmm. Oui, oui. C'est Tiens, vrai. un tel est dans le déni. Tiens, un tel est dans le déni. Oui. Mais ça, c'est purement français, ça. Je crois que c'est une maladie qui est spéciale à France. C'est le déni. On a toujours... on est comme le coq qui chante. On est toujours content de ce qu'on est et à se dire, tiens, les autres sont imparfaits, ils sont dans le déni. Voilà. Si je vous donnais la possibilité d'être avec une personne au monde, n'importe quelle personne de votre choix, et de lui dire quelque chose, qui vous choisiriez et qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, je choisirais M. Emmanuel Macron pour lui dire qu'il ouvre un petit peu ses yeux et qu'il n'est pas tout seul à s'exprimer sur les sujets, qu'il y a une énorme pauvreté en France, qu'il a menti sur beaucoup de sujets, dont un avec son épouse qui est l'autisme. Il s'en est jamais vraiment préoccupé. On n'a pas d'exemple, on n'a pas de reportage qui montre son engagement, ni l'engagement de son épouse, qui je pense, s'engage dans pas mal de choses, mais on ne le voit pas. Et puis, je lui parlerai de sa politique, des économies qu'il pourrait faire, non pas sur le dos ni des retraités, ni des jeunes qui n'ont pas de quoi manger, mais il y a des méthodes simples pour arrêter que des étudiants, par exemple, crèvent de faim. Et ça, c'est pas moral. Mais je crois qu'il voit pas clair, et il voit pas clair non plus parce que, comme disait Michel Rocard, on peut pas recevoir toute la misère du monde. Alors, la misère, on l'avait déjà avant, mais ils n'ont pas soigné la misère et n'ont fait que cacher la misère pour en ramener d'autres. Donc, je pense que j'aurais de sérieuses questions à lui poser et qu'il me les laisse poser et qu'il me donne les solutions. Et s'il n'a pas les solutions, je peux lui donner, moi, les solutions. Ça gêne les gens de donner des solutions et on ne les écoute jamais. Ça, c'est le déni. C'est un sujet qui vous touche particulièrement, l'autisme? Oui. C'est un sujet qui touche pas mal de gens de ma famille, oui. Mmh. Donc, je pense qu'ils n'en ont pas assez fait et ça n'a pas été assez visible pour qu'on considère que une certaine forme d'autisme, les gens sont comme tout le monde. Malheureusement, et c'est quelque chose il y a un déni là-dessus. Il y a un déni sur la maladie en général aussi. Et tous ces gens-là ne font rien. Et ils ne voient même pas le malheur qui sont à leur porte. Ça ne les gêne pas. Ça les gêne pas. Voilà. Voilà ce que je lui dirais, ce que je lui reproche. Madame, une personne. Je pense à Coluche. Coluche. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous lui diriez à Je dirais Coluche? merci, Merci. tout simplement. Et malheureusement. Oui. Peut-être disparu trop vite, oui. Son œuvre, Et surtout, ça n'a rien résolu. non, voilà, c'est surtout C'est pour ça que les gens n'ont pas compris. Votre question me ramenait au déni de tout à l'heure. Si
si les gens n'étaient pas dans le déni, il n'y aurait plus de resto du cœur. Seulement ceux qu'on a le plus n'apprennent pas à partager. Donc il est évident que ça ne peut pas aller. On est dans un monde on préfère faire la guerre que de discuter. Donc c'est un peu dramatique. C'est un peu dramatique. C'est tout l'inverse de ce qu'on a appris, nous. Quelle question vous aimeriez que je pose aux inconnus suivants? Comment vivez-vous? Avez-vous du mal à vivre? Aux personnes âgées et aux jeunes, comment faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les études que vous avez entreprises? Pourquoi faire des études intellectuelles alors qu'il y a des formations manuelles qui sont très bonnes, où vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez appris? Que font vos parents? Et aux personnes âgées, qui sont souvent délaissées, comment se comportent vos enfants et vos petits-enfants avec vous? Voilà. Voilà ce que je leur poserai comme question. Comment envisagez-vous le futur? Comment envisagez-vous le futur? Vous l'envisagez comment? Heureusement qu'on a un certain âge. Nous, on est content d'avoir un certain âge. Jeune. Je serais jeune, je devrais recommencer. On apprendrait. Parce que les jeunes, ils n'ont pas forcément les mêmes armes qu'on avait. C'est-à-dire qu'on était pauvres. On a eu une jeunesse assez pauvre, mais heureuse. Parce que maintenant, vous êtes pauvre et vous avez faim. C'est la grosse différence. C'est une très grosse différence. Et puis, les débouchés en France, l'éducation, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Moi, je préfère avoir près de 73 ans maintenant que d'en avoir à 25. La seule chose que je ferais, je resterais dans l'armée de 20 jusqu'à 60, au lieu d'être parti au bout de 23 ans. Je crois que je continuerai. Parce que l'entrepreneuriat en France, il est tellement difficile. C'est tellement difficile pour les gens de travailler, que ce soit à leur compte ou dans des... Maintenant, les gens sont des robots. Et les personnes, je leur poserai des questions sur leur avenir, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils veulent entreprendre surtout. Voilà. Et leur donner des garde-fous surtout. Et s'ils conseillent leurs petits-enfants, s'ils écoutent leurs enfants. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Super. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces quelques minutes. De rien. Peut-être un dernier mot, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? De vivre encore au moins une bonne quinzaine d'années comme on vit maintenant. À l'heure actuelle, on est pas malheureux. Ouais. On a construit notre vie et on espère que les autres pourront faire la même chose. Voilà. Super. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. J'espère que vous ferez d'autres bons reportages dans l'île. Oui, carrément. Vous serez bien accueillis. Carrément. J'espère. Toujours. J'espère. Toujours. Ouais. Nous, on va aller boire notre café. Parfait. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. On a le temps. Le temps. Allez. Super. Vous voulez qu'on se mette un peu sur le côté ou... Ouais. Pourquoi non? On n'avait pas l'air pressé, peut-être. Oui, il y a de ça aussi. Ça aide. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Moi, c'est Eléa. Eléa. Sophie. Sophie. C'est Florian. Enchanté. Enchantée. Vous êtes mère et fille? C'est ça. C'est ça. Alors, si je vous demandais de vous décrire l'une l'autre en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais indépendante. J'allais dire la même chose. Indépendante, réfléchie. Et un peu, quand on sait pas faire de décision, prendre de décision. C'est comment déjà? Indécise. Oui, voilà, indécise, exactement. Je sais pas, moi. Réfléchis bien. Hein. Je vais mal le prendre. Je sais pas.
Tu vois, indécise, j'avais raison. Indescriptible. Indescriptible. Difficile à dire, ouais. Ouais, j'arrive pas, je suis désolée. C'est pas grave, aucun Ça ne souci. vient pas comme ça, peut-être tout à l'heure. Quand on rencontre des inconnus, on leur demande souvent de nous poser des questions pour les inconnus suivants. Du coup, j'ai une question de Thierry qui vous demande simplement quelle est votre vie, comment ça se passe. Bah déjà, peut-être quelque chose moi, atypique. Je vis sur un bateau. Donc, voilà, quelque chose qui n'est pas commun. Après, je suis quand même enseignante. Et puis j'essaye de profiter au maximum du temps que j'ai. Moi, je dirais qu'elle est en pleine évolution et que j'ai changé plein de fois de chemin, mais qu'au final, là, je me rends compte que c'est pas forcément le but final qui compte, mais toutes les expériences au fur et à mesure. Et du coup, là, j'arrive à vivre plus sereinement, sans me demander forcément vers où je vais et pourquoi je le fais. Plus dans l'instant. Ouais. Juste un instant. C'est bien. Martine, qui était avec Thierry, vous demande comment vous envisagez l'avenir. Alors, moi, Il y a des choses à dire. par plusieurs phases et voilà, une phase un peu d'éco-anxiété il n'y a pas si longtemps et du coup avec un avenir assez noir. Et puis ça m'aidait pas à être dans le présent du coup et j'essayais de moins me regarder ce qui pouvait nous arriver dans l'avenir et qui n'était pas forcément réjouissant pour essayer d'être finalement dans le présent, ouais, aussi. Moi, j'avoue que pour l'avenir du monde et de la société, j'ai une vision très négative et j'arrive pas forcément à voir un futur où ça se passe bien, quoi. Mais quand je me concentre sur mon futur à moi, j'essaye de pas me mettre la pression et j'espère juste que je serai bien entourée et que j'arriverai à être fière de moi et de ce que je fais. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, oui. Si on peut pas sauver le monde, autant essayer d'être content de soi déjà. Si vous aviez un projet à porter, plutôt au sens collectif du terme, si vous en aviez les moyens surtout, quel serait ce projet ? Ouais, moi je me suis quand même pas mal aussi essayé de m'orienter vers ce qui se fait quand même pour essayer d'aller dans le bon sens. Donc vers des communautés où il y a plus de solidarité, où il y a plus d'entraide. Voilà, et c'est clair que le collectif, il va falloir créer plus d'entraide, créer plus de solidarité, aller vers quelque chose de plus résilient en même temps. Pas résilient, mais trouver des solutions ensemble. Mais voilà, je sais pas si on est assez nombreux en fait pour organiser quelque chose de plus un collectif plus juste. Ouais. Ouais, moi j'ai pas forcément de projet concret en tête non plus, mais j'aurais dit pareil, créer une communauté où les gens se sentent compris et soutenus, les minorités surtout. Et voilà, essayer de réussir à faire en sorte que les minorités travaillent ensemble plutôt que les unes contre les autres et chacun son combat. Et d'essayer de rassembler un peu tout ça. Voilà, je sais pas comment, ni ouais, j'ai pas de vision vraiment de la chose, mais c'est ce que j'aurais souhaité, quoi. Mais l'idée est là. C'est ça. Par contre, il faut qu'on parle du bateau. Donc, enseignante qui vit sur un bateau, c'est ça ? Comment c'est venu ? C'est venu d'une rencontre déjà. Après, voilà, j'avais toujours projet j'ai toujours eu du mal d'acheter une maison, d'investir dans de l'immobilier ou quoi que ce soit. Donc j'étais toujours soit en colocation quelque part, soit à déménager souvent et puis à chercher des lieux collectifs aussi. Et puis après voilà, avec les rencontres, j'ai rencontré quelqu'un qui vivait déjà quand même sur un bateau et ça me convenait bien du coup et puis voilà et on n'a pas envie de vivre autrement parce que ça fait partie aussi de notre philosophie de vie, quoi. Qu'est-ce que ça vous a appris peut-être à toutes les deux, la vie sur l'eau ?
À la vie sur l'eau, moi, c'est cette idée, ce sentiment de liberté qui est aussi important pour moi depuis toujours. Et je me sens libre de lâcher les amarres quand je veux, même si voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui me retiennent. mais voilà, se dire à un moment donné, on peut partir finalement. Si on veut, on peut. C'est plus simple que si on a encore du matériel. Enfin voilà, c'est aussi se débarrasser de tout ce qu'on a. J'ai encore des choses dans le garage de mes parents. Mais voilà, de toute façon, à un moment donné, il faudra. Voilà, c'est pas grand-chose. Ça attendra encore un peu. Non, je vais m'en débarrasser de toute façon parce que ça commence à les embêter. Donc. Moi, j'ai jamais vécu sur le bateau. C'était après que je sois partie pour mes études. D'accord. Donc j'y vais juste pour les vacances. Mais c'est vrai que moi, je pense que je pourrais pas vivre sur un bateau. J'ai besoin de justement ce pied-à-terre, ce confort, même si c'est une location, un petit appart, rien du tout. Juste savoir que je peux rentrer chez moi. Et c'est vrai que moi, j'aurais pas pu, je pense. Pour les vacances, c'est cool et voilà, mais sinon, je pense que j'aurais du mal. Peut-être que dans ton enfance, ça t'a manqué d'avoir un chez toi. Vu que voilà, Ouais. moi j'étais un petit peu tout le temps en train de bouger. Maintenant, j'aime bien avoir mon chez moi où je peux rentrer. Ça me fait une forme de sécurité aussi, quoi. Voilà. Ouais, parce que tu peux pas dire je vais chez ma mère. Tu sais jamais où elle est. C'est ça. Oscar Wilde disait « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ouais, c'est un peu nous, à nous. Voilà, comment on voit le monde. Mais voilà, il faut une grande force, il faut une grande. Ouais, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur. Ce que je vois me remplit pas, quoi. Et je suis obligée effectivement peut-être d'aller au large souvent pour me ressourcer, ouais. Moi, ça me fait plus penser à... on est maître de considérer ce qui nous arrive comme on veut. Et même si des fois on vit des trucs difficiles, etc., on peut choisir d'essayer d'y voir quelque chose qui va nous aider plus tard. Et peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être par après aussi. Mais que notre regard, en fait, c'est la preuve qu'on est maître de nos réactions et de ce qu'on va apprendre de ce qui nous arrive. Et qu'on n'est pas justement victime de tout ce qui nous arrive et qu'on peut le considérer autrement par ses propres yeux et son propre regard. Alors, on aime bien poser des questions sur l'école. Ça tombe bien. Du coup, je vais formuler un petit peu différemment de d'habitude. Qu'est-ce qui vous tient à cœur de transmettre aux enfants ? C'est pour quel niveau peut-être déjà ? Alors, je suis au collège. Au collège ? Ouais. Et ma matière, c'est l'éducation physique et sportive. D'accord. Donc, voilà, ça c'est aussi c'est un gros volet de ma vie. Hein. Ça fait maintenant 20 ans. Et l'école a évolué et ma vision de l'école a aussi évolué au fur et à mesure. Et transmettre, c'est important. Maintenant, après, on est formaté, on est quand même enfermé dans un programme, même en EPS. Hein, on est enfermé dans quelque chose qui, moi, me dérange quand même maintenant. Et j'aimerais aller vers une autre transmission. Transmettre autre chose que ce qu'on nous demande de transmettre aujourd'hui. Comme quoi, par exemple ? Comme justement l'entraide, la solidarité, le respect des uns des autres. On y travaille, hein, parce que ça fait partie, surtout en EPS. Quoi. C'est une matière qui permet vraiment de le faire. Quoi. Mais sortir de l'individualisme, sortir de la compétition, sortir des notes et du conditionnement finalement qu'on nous demande de faire, hein, parce qu'on veut faire sortir des citoyens, avec. Je sais pas si l'école aujourd'hui est vraiment là pour faire réfléchir, pour permettre de développer un esprit critique et pour. Je sais pas si c'est encore notre mission, mais moi j'essaye, hein, mais ouais, c'est. Il y a des contraintes quoi, pour ça, par rapport à ça. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école ? Du coup, ça me fait penser, moi en vrai, j'ai jamais autant appris
que dans le milieu du sport. J'ai fait beaucoup de sports, plein de différents, de la compétition, du loisir, des sports collectifs, des sports individuels. Et jeune aussi, dès très jeune. Ah oui. Et c'est vrai que c'est là que j'ai appris la solidarité, le partage, le dépassement de soi, l'effort, la fierté aussi après. J'étais plus fière après un effort sportif, pas forcément en étant première ou quoi que ce soit, qu'après avoir eu une bonne note à l'école. Et c'est vrai que ces trucs-là, je trouve qu'ils manquent beaucoup dans une salle de classe où on fait juste des maths et voilà quoi. Mais ouais, du coup, pour moi, c'est ce qui manque le plus à l'école actuellement. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on se développe à l'école en tant que personne. On apprend des choses, mais t'apprends pas à te connaître toi-même. Oui, ça c'est moi. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, surtout à cet âge-là, quand justement on se cherche, quand on sait pas trop qui on est. Enfin, voilà, moi c'est ça qui m'a manqué à l'école et que du coup j'ai connu dans le sport. Mais oui, c'est ça. Le développement de soi, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Non, c'est un peu ce que je voulais dire et je l'ai appliqué. Avec plaisir. C'est bien, c'est bien. Alors, quelle question vous aimeriez que je pose aux inconnus suivants? Moi, je dirais, quelle question qu'est-ce qui fait encore que comment certaines personnes peuvent garder, je sais pas si on peut l'accorder à tout le monde, mais en quoi on peut avoir espoir encore aujourd'hui en fait. Peut-être ça. Moi, je serais partie sur autre chose. J'aurais plutôt demandé qu'est-ce que c'est le truc le plus courageux qu'ils ont fait dans leur vie ou le truc dont ils sont le plus fiers. Ouais. J'aime beaucoup cette question. C'est difficile en plus à répondre. Oui, c'est sûr. Mais comme ça, ils se donneront peut-être de la valeur et ils repenseront à un truc dont ils sont fiers qu'ils ont fait. Voilà. Très bien. Okay. Peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Du bonheur. Ouais. Moi, je veux que ça. Du bonheur et le bonheur de mes proches. Ouais, d'amour. Le bonheur et de l'amour. Ok, merci. Merci à vous, surtout. Ça réfléchir. Hein. C'est le but aussi un petit peu. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Merci, ça me fait plaisir d'avoir du monde. Merci, bon courage à vous, bonne journée. Au revoir. On aura parlé d'art et d'écoute de soi avec Claire, d'écoute et de timidité avec Thierry et Martine, et enfin de collectif et de futur désirable avec Sophie et Léa. Merci à elles et eux pour leur précieux partage, qui ont encore davantage éclairé cette journée à Nîmes, et comme d'habitude, on nourrit les questionnements et les réflexions. Je n'ai pas visité Nîmes autant que j'aurais voulu, mais j'ai le sentiment que c'est une ville où il fait bon vivre et j'ai bien envie de retourner y faire un tour prochainement. Dans cet épisode, c'est le rituel habituel, on a eu la possibilité d'étudier une nouvelle citation d'Oscar Wilde, « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Alors c'est assez marrant parce que d'habitude je pose cette question avec au moins une petite idée en tête de comment pourrait être interprétée cette citation. Et pour le coup, cette fois-ci, j'ai un petit peu découvert son sens grâce aux interviewés. Du moins, un de ces sens qui me semble assez incontournable. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde donnerait donc finalement une définition assez subjective de la beauté, qui se définit par sa subjectivité. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre et inversement. J'ai forcément envie de faire un petit parallèle avec la citation utilisée à Cessieux, dont j'ai oublié l'auteur d'ailleurs, comme d'habitude, qui peint la fleur n'en peut peindre l'odeur, et de faire la réflexion suivante, est-ce que au fond, finalement, et c'est un petit peu le point de vue qu'on essaye de donner via Fragment d'essence,
La beauté ne réside-t-elle pas dans la diversité des points de vue et des opinions ? La beauté est subjective, certes, mais est-ce que ce n'est pas justement cette subjectivité qui fait la beauté ? Est-ce que ce caractère immatériel, indéfini de la beauté n'est pas ce qui fait son charme ? Si cette beauté-là avait une définition universelle, si tout le monde avait la même vision de la beauté, les mêmes définitions, les mêmes préférences, parlerait-on toujours de beauté ? J'ai presque envie de dire que ce qui fait la beauté, c'est le débat. Ce que l'on met derrière une œuvre, ce que l'on met derrière un paysage, les émotions qu'elles évoquent, les histoires qu'elles inspirent, toutes ces choses-là dépendent des gens. Personne n'en a exactement la même interprétation. Et c'est ça pour moi qui rend quelque chose ou quelqu'un beau. La projection que l'on en fait n'est jamais la même, et c'est le partage, la discussion qui en découle, qui lui donne tout son intérêt. Bon, à ce stade, je dois admettre que j'ai un petit peu l'impression de m'être perdu dans mon raisonnement, mais avec un peu de chance, t'auras compris ce que j'essaye d'exprimer. J'ai, comme je l'ai dit, passé un super moment à Nîmes, et comme d'habitude, il convient de remercier toutes les personnes rencontrées sur place, qu'elles apparaissent ou non dans l'épisode. J'espère que t'as passé un bon moment parce que moi, c'est mon cas. La semaine prochaine, c'est Alex qui te retrouvera pour un épisode outre-Atlantique. Une fois n'est pas coutume, je ne t'en dis pas plus. Et pour ma part, je te souhaite une belle journée ou fin de journée. Prends bien soin de toi et des gens qui comptent. C'était Florian pour Fragment d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.